Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal des auditeurs et des musiciens dirigé par Didier Rochard, diffusé en direct dimanche 19 octobre 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé lundi 20 octobre dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir et bienvenue dans le libre journal des auditeurs. Nous allons, chers auditeurs, ce soir poursuivre notre série. C'est la 4e émission ce soir, au cours de laquelle j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir le colonel Lepargneux. Bonsoir mon colonel. Grand plaisir et l'honneur car nous allons poursuivre cette série Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire. Série qui nous vaut un très abondant courrier, des réactions extrêmement, je dirais, intéressées des auditeurs, beaucoup de commandes d'enregistrement, beaucoup de... voilà. Je signale aux auditeurs que, comme ils l'auront remarqué, Radio Courtoisie est sans doute la seule radio sur l'ensemble du paysage audiovisuel français, c'est paraît-il comme ça qu'on l'appelle, qui peut se permettre, grâce à cette indépendance de ton que nous avons, indépendance d'information, la radio de la réinformation, c'est la seule radio qui peut se permettre ce genre d'émission. Soutenez notre radio, chers auditeurs, car comme vous le savez, cette indépendance a évidemment un prix. Il faut aller au-delà de tous les mécènes que nous n'avons pas et que nous ne voulons pas avoir. C'est une politique, c'est la politique de l'indépendance de cette radio. Et par conséquent, chers auditeurs, vous êtes les garants de notre indépendance. C'est à vous de vous manifester pour le coup et de faire en sorte de donner les moyens à notre radio de vivre. Il y a des frais incompressibles dans une radio et cette indépendance a un coût. N'hésitez pas. Vous entendez sur les annonces répétées dans la journée par nos excellents techniciens vous entendez les annonces qui vous appellent à cotiser à cette radio, eh bien, n'hésitez pas, faites-le, c'est l'indépendance de la radio. Je sais que nous sommes en période de crise, période difficile pour tout le monde, mais précisément, peut-être est-ce en cette période que nous avons, que les auditeurs ont besoin encore plus que davantage, que d'habitude, dirais-je, ont besoin davantage d'avoir cette réinformation nécessaire. Donc, merci, cotisez, on ne le dira jamais assez. Nous sommes en direct dans ce studio avec le colonel Lepargneux. Mon colonel, je fais un tout petit résumé en quelques minutes. C'est nécessaire. Nécessaire des 3 précédentes émissions. Je rappelle aux auditeurs que ces émissions ont eu lieu successivement le 22 juin 2014, le 13 juillet 2014, le 7 septembre 2014 et puis aujourd'hui, donc 19 octobre, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est la 4e émission, le sujet étant Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire. Alors, quelques rappels sur ce qui avait été dit dans les dernières émissions. Donc, partout, c'est l'observation que vous faites. Pourquoi faire une émission de cet ordre? Partout, de Gaulle, des places, des avenues, un aéroport international, etc. Et à l'inverse, disparition totale du maréchal Pétain, véritable mémoricide organisé. De nombreuses déformations de l'histoire. Le mémoricide s'accompagne souvent d'ailleurs de ces déformations. À partir du moment où on ne parle plus de la réalité d'un personnage ou de son action, on peut raconter n'importe quoi dans les médias, la télévision, les radios, les manuels scolaires, ce qui est très grave, bien évidemment. On peut raconter n'importe quoi sur l'action du maréchal Pétain. De Gaulle, encensé hors de tout bon sens, c'était la 2e partie de votre émission, héros national et rassembleur des Français, et là vous vous étiez exclamé « On croit rêver ». De Gaulle, libérateur de la France, non, ce sont les Américains, les Alliés et l'armée d'Afrique, surtout l'armée d'Afrique constituée, ne l'oublions pas, par Pétain, Végan naturellement, Giraud et quelques autres généraux. Cela est si vrai que De Gaulle le reconnaîtra lui-même plus tard.
Je cite, en ouvrant les guillemets, nous citerons beaucoup le général de Gaulle pendant cette émission, je cite donc, « Cette victoire n'est d'ailleurs pas la nôtre. L'action de nos forces, qu'elle fût celle de nos armées ou celle de la résistance, n'a été d'aucun poids dans le résultat final. Elle n'a pas modifié d'un jour ou même d'une heure le moment de la capitulation allemande. » Fermez les guillemets, c'est une déclaration du général de Gaulle lors de la signature par le Premier ministre du décret du 11 avril 1959 relatif à la date de la commémoration de la victoire de 45. Et si on est si précis sur ces citations, et vous le faites à chaque fois, mon colonel, c'est parce que, effectivement, nous avançons sur des faits patentés, sur des faits démontrés, et pas sur des impressions vagues ou inexactes. Le premier résistant de France, mais ce ne fut pas De Gaulle, mais Pétain. Et cela dit avant d'avoir signé l'armistice, car il prévoyait déjà la revanche. Là, on n'a pas le temps de développer, vous l'avez fait dans les émissions, beaucoup de citations et beaucoup de communiqués qui démontrent ce point. Troisième partie, donc, quel point d'histoire nécessitant une réinformation? Ça nous plaît beaucoup sur cette antenne. Eh bien, le faux appel du 18 juin 40, l'affichette, dont même De Gaulle ne voulait pas, du reste. Et puis l'armistice de juin 40 était indispensable. Alors là, quelques avis. Churchill d'abord, qui déclare au général Georges le 8 janvier 1944 à Marrakech, là encore, ouvrons les guillemets, en juin 1940, après la bataille du Nord, l'Angleterre n'avait plus d'armes. Nous n'avions pas vu la question des chars et celle de l'aviation sur un plan suffisant. L'armistice nous a, en somme, rendu service. Hitler a commis une faute en l'accordant. Il aurait dû aller en Afrique du Nord, s'en emparer pour poursuivre sur l'Égypte. Nous aurions eu alors une tâche bien difficile. Quelques généraux allemands l'ont reconnu d'ailleurs par la suite de cette erreur fondamentale d'Hitler. C'est ce qui lui a coûté sa guerre, du reste. Heureusement pour nous. Henri Amouroux, donc, qui déclare « Aujourd'hui, la nécessité de l'armistice n'est pratiquement pas remise en cause, ce qui bouleverserait De Gaulle. » Et puis De Gaulle lui-même. Le gaullisme a imposé l'idée qu'il ne fallait pas signer cet armistice et que Vichy était illégitime. C'est fabuleux, mais ce n'est pas sérieux. Voilà, c'est De Gaulle lui-même qui a prononcé cette sentence. Henri Amouroux. C'est Henri Amouroux encore, pardonnez-moi. Alors je ferme les guillemets sur la déclaration de Henri Amouroux. Merci de me corriger. De Gaulle contre l'Empire français, le Dakar, bien sûr, cette affaire calamiteuse de Dakar, Gabon, le Levant, Madagascar, véritable guerre franco-française, que de morts, et aujourd'hui même en Syrie, on voit les conséquences, même lointaines, mais les conséquences assez dramatiques. De Gaulle lui-même, donc là c'est bien le général de Gaulle qui, au général Odile, le 12 décembre 1941 à Londres, déclarera « N'avouez jamais que l'armistice ne pouvait être évité ». Nous avons évoqué dans les précédentes émissions donc le statut des Juifs et les rafles. Et à propos du statut des Juifs, vous avez cité Annick Riegel, Roll Hilberg, Simone Weil, François-Georges Dreyfus, bien sûr, Léon Poliakov, Alain Michel. Et à propos des rafles juives, c'était le deuxième alinéa dans cette émission. Nous avons évoqué Montoire aussi, c'est Pétain qui a été le vainqueur diplomatique de Montoire. Ça, c'est une citation du général von Fink et une citation de Paul Otto Schmidt. Nous avons parlé évidemment des victimes des épurations de France et d'Indochine, le refus de Gaulle de recevoir l'amiral Offand, épuration insurrectionnelle voulue par sa directive du 13 octobre 1943 en vue de légitimer sa propre prise de pouvoir. Épuration en France, bien évidemment aussi, épuration en Indochine. Quant aux amiraux et généraux qui ont obéi, ils ont été pour la plupart arrêtés et mis dans des prisons. Dante, ça fait 26 mois, je crois, il en est mort d'épuisement. Quatrième émission, c'est aujourd'hui, décolonisation bâclée de notre empire, liquidation d'Algérie et du Sahara. Alors, je vous laisse la parole, mon colonel. Il y a tant à dire sur cette période et je salue tous les auditeurs qui voudront bien nous envoyer des messages en espérant, comme pour les émissions précédentes, que nous puissions répondre à certains d'entre eux car le sujet est d'importance. Cher monsieur Rochard, merci infiniment. Je ne le redirai jamais assez. Vous m'avez permis, à l'occasion de ces 4 séances,
de m'exprimer librement. Nous vivons dans une période de véritable dictature intellectuelle. Les gens ont la trouille. Vous ne pouvez pas publiquement faire des aveux d'évidence. Les gens ont la trouille. Alors, je suis vraiment très touché que je puisse au moins oralement, avant de disparaître, parce que j'ai quand même bientôt 88 ans, pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur. C'est la deuxième jeunesse, 88. Oui, si vous voulez. Ce qui m'inquiète beaucoup, les vieux, c'est fini. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a formaté la conscience des jeunes. Et quand vous interrogez les jeunes, pour eux, il est impensable, si vous évoquez le maréchal Pétain, mais c'est la bête noire. Et forcément, on leur a appris, et leurs instituteurs ou leurs professeurs leur ont appris la même chose. Alors je vais remercier aussi mes infatigables et dévoués éditeurs Bernadette, qui va avoir beaucoup de travail parce que comme elle va devoir mettre ces 4 conférences sur papier, c'est pas si évident que ça avec toutes les retouches que nous avons à la fait. demande de très nombreux auditeurs. Oui, je pense que c'est nécessaire. J'ai encore plusieurs lettres cette semaine. Puis je remercie également mon libraire Jean-Pierre qui lui, il va pouvoir se mettre au repos parce que comme a priori je vais pas en faire d'autres, il aura un peu plus de repos. Je demande pardon à mes amis gaullistes parce que j'ai des amis gaullistes. J'en ai un qui pense que j'ai un peu d'obsession à l'égard de De Gaulle. J'ai pas d'obsession à l'égard de De Gaulle. Je ne fais simplement que, depuis l'âge de 10 ans, observer ce qui s'est passé et tout ce que je constate, l'action négative de De Gaulle c'est pas de l'obsession, ce sont des faits qui sont épouvantables, à mon avis. Alors, avant d'aborder cette 4e émission, je vais vous demander la permission de consacrer quelques minutes à un ami qui vient de disparaître. Je tiens à lui rendre hommage. Je l'estimais beaucoup. Je l'ai cité dans les émissions précédentes, à savoir que j'ai même dit, quand il sera rentré de congé, vous pourrez l'interroger sur son site. Hélas, il est parti. Il est certainement au ciel, à mon avis. Je veux parler du docteur Michel Boisbouvier. Boisbouvier était un homme honnête et courageux. Je l'estimais beaucoup, même si nous n'étions pas d'accord sur certaines vues qu'il avait de De Gaulle. Je dis courageux, oui, car dans son ouvrage « Pétain, trahison ou sacrifice », qui a été édité chez Godefroy de Bouillon en 2008, il n'a pas hésité à aller à contre-courant des affirmations soutenues par les Chirac, Sarkozy, Paxton, Klarsfeld et compagnie, condamnant Vichy et son chef à propos de la soi-disant complicité du maréchal Pétain avec Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans la déportation et le génocide des Juifs. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, je trouvais ça tellement ahurissant que je m'étais permis d'ailleurs d'écrire au président Chirac et à Sarkozy. Je reconnais d'ailleurs que on m'a accusé réception 1 fois sur 3 dans mes courriers et que finalement je constate que personne n'a argumenté. Moi je m'attendais à ce qu'on argumente, pas du tout. Personne n'a argumenté. Or Boisbouvier dans son ouvrage a remarquablement démontré, s'appuyant sur des faits reconnus par des historiens juifs et allemands, honnêtes, vous avez cité quelques noms tout à l'heure, que Pétain, je dis Laval et même Bousquet, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver le maximum de juifs. Et ça, les gens ignorent complètement les tractations qu'il y a eu entre ces personnages, entre Bousquet et Laval, avec les représentants de l'autorité allemande. Ça a été un marchandage. Alors évidemment, on n'a pas sauvé tous les juifs. Ont été sauvés en priorité une partie des juifs français. Alors aujourd'hui, j'entends une polémique complètement stupide à propos du livre d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour ne fait que répéter ce que Le Grogniec avait dit dans son Étoile jaune, dans son livre. Bien sûr. Et il ne fait que répéter ce qu'a remarquablement démontré Bouvier, qui vient de nous quitter. Et alors je précise que si la thèse de Bouvier n'était pas exacte, je précise que le professeur François-Georges Dreyfus, professeur émérite à la Sorbonne, qui fut patron d'émission sur cette antenne, qui fut patron d'émission, n'aurait jamais dédicacé l'ouvrage de Boisbouvier si ça n'avait pas été un ouvrage sérieux.
Donc je recommande vivement au lecteur d'acheter ce bouquin et puis de voir la préface de Dreyfus qui fait 4 pages. Merci docteur, nous avons souvent conversé, je ne vous oublie pas et reste en union de pensée et de prière avec vous. J'aborde donc la 4e partie. Alors avant d'aborder la 4e partie qui se dénomme décolonisation bâclée de notre empire, je pense entre parenthèses à l'empire africain, et la liquidation en quelques semaines de l'Algérie et du Sahara dans des conditions atroces, avant d'aborder tout de suite ce sujet, je vous fais un rappel bibliographique et je vous recommande l'excellent travail fait par le colonel Alain Dumarsais. Son travail s'appelle De Gaulle ou le plus grand commun diviseur français de tous les temps. La question de l'Algérie, du bradage de l'Algérie, il est exposé de la page 198 à 258. C'est vraiment un document très bien fait parce qu'il est bien structuré, avec des paragraphes, etc. C'est très bien fait. Alors si vous voulez avoir, ce bouquin n'est pas sorti bien sûr, mais si vous voulez avoir la possibilité de le commander, vous le commandez sur son site, vous lui demandez, vous lui rentrez en contact avec lui, je donne son email, alain.dumarsais@yahoo.fr. Alors je dis alain.dumarsais@yahoo.fr. Je répète une 3e fois, ça veut dire que je trouve que ce bouquin bien, alain.dumarsais, DUMARSCET, @yahoo.fr. Alors, puisque je dis la décolonisation bâclée de notre empire, mais je veux parler surtout, parce qu'en 1 heure, on ne va pas avoir beaucoup de temps, je vais surtout parler de la décolonisation bâclée, pire encore, de l'Algérie, de l'abandon, dans la trahison et le déshonneur. Après avoir renié sa parole, il s'agissait de départements français. C'est incroyable. Lors de sa conférence de presse à Paris, le 23 octobre 58, le général de Gaulle n'avait-il pas déclaré, écoutez bien, je cite, en 58, je précise 58, parce que la guerre d'Algérie a commencé à la Toussaint Rouge, 1er novembre 44. 54, oui. Ça fait donc 4 ans. Eh bien, 4 ans après, le général de Gaulle nous déclare, à quelle hécatombe condamnerions-nous ce pays si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner? Moi, je laisse aux éditeurs, les juges, d'apprécier d'une telle déclaration. Alors, je vais aller très vite. Qu'est-ce que représentait l'Algérie au départ, en 1830 ? Qu'est-ce que nous avons laissé en partant en 62 ? Et en partant, qu'est-ce que disait De Gaulle de l'Algérie ? Alors donc la première partie, je la consacre rapidement. Qu'est-ce que représentait l'Algérie avant la présence française ? Rappelons que c'était sur la demande des pays européens que nous sommes intervenus en 1830 pour arrêter les exactions barbaresques en Méditerranée et surtout le littoral méditerranéen. Il y avait des pillages, des razzias, des captures d'esclaves, etc. Alors, je précise quand même que compte tenu des mensonges qu'on entend aujourd'hui, ou de l'ignorance totale d'ailleurs de tous ces journalistes, je précise qu'il est nécessaire pour moi d'avancer des chiffres. Eh bien, en 1830, à l'arrivée des Français, l'Algérie n'était pas un État ni une nation. C'était un pays, un ensemble de tribus, sans aucun lien entre elles et sous domination d'un occupant turc. Alors je précise que c'est l'ordonnance de 1842 et qui a donné à ce pays le nom d'Algérie. Et avant la présence française, les plaines étaient pratiquement inhabitées, les cultivateurs musulmans résidant en montagne et à l'abri des nomades qui elles, parcouraient les plaines et qui leur étaient hostiles. Il y a toujours eu l'hostilité entre les nomades et les agriculteurs. À notre départ, sur 11 millions d'hectares cultivables, 9 millions appartenaient à des musulmans, 2 millions seulement à des Européens, qui ont été effrichés, comme vous le savez, les plaines de la Mitidja
des terres insalubres et des steppes absolument incultes. À l'époque, les Européens avaient créé 700 centres ruraux qui deviendront des villes et organisé pour les musulmans des secteurs d'amélioration rurale. En plus, ils réaliseront des forages, des barrages, etc., pour irriguer finalement 140 000 hectares. À notre départ également, sur 1 200 000 Européens, il y avait 21 000 colons. Mais attendez, 21 000 colons, c'est énorme. Il y en avait 120 seulement qui possédaient 200 hectares. Or, qu'est-ce que c'est que 200 hectares aujourd'hui quand on peut faire des comparaisons avec l'agriculture industrielle? Là-bas, on voit l'horizon à 100 km. Hein. Donc, ces 120 colons ne possédaient que 200 hectares. Le reste environ, les petits colons n'en possédaient que 10. Mmh. Parmi le 1 180 000 Européens qui restaient, nous trouvions comme en métropole des artisans, des ouvriers, des fonctionnaires, des commerçants, des avocats, des médecins, des ingénieurs. Alors qu'est-ce qu'on a laissé quand on est parti, quand on a abandonné l'Algérie en 62 ? Eh bien, on a laissé un réseau routier de 10 000 kilomètres. On a laissé un réseau ferroviaire de 4 350. Je voyais, moi quand j'étais en Algérie, je voyais passer l'inox. L'inox qui traversait, qui faisait Rabat-Tunis, était l'équivalent de notre TGV aujourd'hui. C'était le fleuron de l'industrie de terrain. Nous avons laissé 32 aérodromes où atterrissaient 10 000 avions. Nous avons laissé 14 ports modernes, 16 000 kilomètres de lignes téléphoniques, une production électrique de 4 950 millions de kilowatts-heure. Bien sûr, des réserves considérables de pétrole et de gaz que nous avions découvertes et mises en exploitation. On commençait à exploiter. D'ailleurs, ces richesses feront dire à Guy Mollet dans son discours d'Arras le 24 mars 57, avant 10 ans, le Sahara pourra satisfaire au moins la moitié des besoins de l'Europe. Sur le plan juridique, nous pouvons remarquer que le Senatus Consulte de 1865 donnait la nationalité française aux musulmans, que la loi du 20 septembre 1947 proclamait l'égalité des droits entre Français d'origine et Français musulmans, et leur permettait d'accéder à toutes les fonctions dans l'administration, les services publics, les armées, la magistrature, etc. Moi, j'avais en Algérie un sous-préfet qui était kabyle, tire mon chapeau, c'est un type remarquable. Dans le domaine de l'éducation, en 1954, l'enseignement primaire comptait 12 000 classes, 523 000 enfants, dont 350 000 musulmans. Dans l'enseignement secondaire, on comptait 51 lycées, soit 35 000 élèves européens et musulmans. Dans l'enseignement supérieur, je pense à l'université d'Alger qui était la 3e de France, 1 200 étudiants, dont 550 musulmans. Dans l'enseignement technique, il y avait 12 000 élèves. Sur le plan de la santé, en 1830, il n'y avait, entre parenthèses, que 2 millions de musulmans qui étaient affectés par la peste, la choléra, le typhus. Or, quand on est parti, 9 millions de musulmans. On ne sait pas comment, d'ailleurs, ils sont nés. Hein. Sans doute, en raison de nos bons soins. L'Algérie était équipée de 150 hôpitaux, 30 000 lits, 9 musulmans pour un Européen. Nous avions un institut Pasteur. Nous avions 2000 médecins. Et dans le bled, nous parcourions le bled, et avec des équipes médicales pour traquer le paludisme, la tuberculose, le trachome. Plus de 3 millions de consultations ont été faites en 1956 dans les seuls territoires du Sud. J'insiste beaucoup sur ces chiffres parce que finalement les gens ne savent pas ce qu'était l'Algérie, qui était un pays magnifique, magnifique. Moi j'ai laissé mon cœur, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous pensez que De Gaulle a dit de l'Algérie quand il est parti ?
En 62. En 62. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Eh bien, il s'est adressé à Christian Fouché, qui était le dernier haut commissaire en Algérie et le dernier représentant de la France. De Gaulle a dit à Fouché, écoutez bien, ouvrez les oreilles, hein. Je cite, « Débarrassez-moi de ça dans les 3 mois. » Débarrassez-moi de ça dans les 3 mois. C'est une terrible phrase. Quand on sait que ça représentait 2 à 3 millions de Français, familles comprises, 1 million de pieds noirs, 2 millions de Français musulmans, engagés politiquement et militairement avec la France. D'où je sors cette citation? Oh ben, je la sors de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, de René Meyer, qui est un polytechnicien et haut fonctionnaire. Et sa citation apparue dans le bulletin Secours de France de l'été 2009 et dans le bulletin des SAS, c'est-à-dire les sections administratives spécialisées, dont le président des SAS est Daniel Abolivier, qui a depuis des années fait un travail formidable pour les anciens harkis, hélas, et les enfants de harkis, hélas, abandonnés par le gouvernement français. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui, les fils des harkis, n'ont pas le droit d'aller chez eux. Ils sont considérés comme des pestiférés. Absolument. Vous vous rendez compte? Ces gens qui ont donné les pères, dont les pères ont donné leur vie pour la chose, ils sont considérés comme des pestiférés. Et ben, Daniel Abolivier s'arrache les cheveux quand pour essayer de... C'est effrayant. Comment comprendre De Gaulle? Comment comprendre que De Gaulle ait pu, déclarer une telle « débarrassez-moi de ça dans les 3 mois ». Moi, je reprends les citations. Je vous ai compris, il nous l'a dit le 4 juin 58, 58, du haut du balcon du gouvernement général, faisant suite à une explosion d'amitié entre Européens et musulmans, cette fameuse amitié qui a eu lieu, cette fameuse démonstration qui a eu lieu le 13 mai 58. On a loupé le coche, là. On a littéralement loupé le coche. C'était magnifique. Je ne sais pas comment on a pu arriver à ne pas exploiter ce rapprochement des musulmans. Ensuite, De Gaulle nous a dit, le 5 juin 58 à Beaune, De Gaulle nous déclare, l'Algérie française est une terre française, organiquement, et pour toujours. Je cite. À Paris, je la recite cette citation, à Paris lors de sa conférence de presse le 23 octobre 58, voilà ce que De Gaulle nous dit. À quelle hécatombe condamnerions-nous ce pays si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner? Enfin, son moi vivant, jamais le drapeau algérien ne flottera sur l'Algérie. Il l'a affirmé lors de sa tournée des Popotes, en août 59 et en 60. Je suis obligé de rappeler tout ça, moi. Quand je dis qu'on a trahi, notre départ s'est fait dans la trahison et le déshonneur, je ne peux pas dire autrement. Comment voulez-vous qu'un chef soit crédible s'il ment? Moi, j'ai connu des gens des chefs en Algérie avec lesquels je m'entendais pas, que j'aurais pas été derrière les barbelés pour les rechercher, j'avais pas d'estime pour eux. Par contre, j'ai connu un tas de gens remarquables, des officiers remarquables, qui eux étaient des vrais chefs. Ils vous racontaient pas des choses, ils ne faisaient pas l'inverse de ce qu'ils disaient. On peut comprendre dès lors que les pieds noirs, déçus, en soient arrivés à se révolter. Ça a été les barricades du 24 janvier 60. Vous rappelez en effet que De Gaulle avait déjà refusé, dans un premier temps, d'écouter le général Chal, qui était à ce moment-là commandant en chef en Algérie. Et Chal lui avait dit en 58, c'est-à-dire bien avant le putsch. Chal putschiste, d'accord, mais en 58, il avait dit à De Gaulle, il lui avait conseillé de s'orienter vers une formule d'association qui regrouperait toutes les communautés d'Algérie avec la métropole et qui, dans la suite du plan de Constantine, s'appuierait notamment sur nos ressources pétrolières du Sahara et permettrait de réaliser le décollage industriel. Et cela, pourquoi pas, en ouvrant largement ce pays
aux investissements non seulement métropolitains, mais aussi européens. Alors aujourd'hui, on parle de l'économie mondiale, etc. Mais on aurait pu faire... C'était une occasion magnifique de réaliser l'Europe-Afrique. Moi, quand j'ai fait ma licence en droit, on discutait déjà de ça. Alors, je me permets de vous interrompre 2 secondes pour lire 2 messages qui correspondent à peu près à cette interrogation. Un message d'un auditeur. Le maréchal Lyautey, dans son discours public à Rabat du 14 avril 1925, dit que les 3 pays d'Afrique du Nord deviendront indépendants et que cela devra se faire dans la paix et l'amitié. Alors, l'auditeur nous dit, que pensez-vous de ce traite à la patrie? Alors, évidemment, la question, la réflexion est bonne, la question est beaucoup plus insidieuse. Il ne s'agissait pas forcément de garder l'Algérie en tant que colonie, comme elle l'était, enfin, en tant que département français, d'ailleurs, pardonnez-moi, je pensais un peu plus Indochine. Mais l'Algérie en tant que département français, mais bien de faire cette formule d'association que le général Schall et qui avait été matérialisée par le plan de Constantine. Tout à fait. Ça, c'est pour répondre à cet auditeur. Mais d'ailleurs, je vais en parler plus tard, un peu plus tard. La fin, d'ailleurs. Un autre auditeur nous dit, si l'Algérie était restée française, nous aurions 36 millions de musulmans français et 40% de députés musulmans à l'Assemblée nationale. Pas forcément, puisque à une certaine époque, il y a eu à l'Assemblée nationale algérienne. Voilà. Je répondrai à ça en exprimant ce que je pense. Tout à fait. C'est dans la fin de l'émission. Alors, on nous signale, alors pour la toute première partie, pour les rappels que je faisais, un auditeur ou une auditrice, Pétain a tout de même livré une partie des juifs étrangers venus se réfugier en France. J'ai expliqué qu'à l'époque, les gouvernements s'occupaient de leurs ressortissants nationaux d'abord, et puis un peu dans la même ligne, un autre auditeur nous dit, on fait la part trop belle à la France, elle a provoqué la première guerre mondiale, après celle de 70, et la deuxième aussi, la France est belliciste. Nous payons maintenant, n'oublions pas François Ier et Napoléon, on ne parle pas des véritables responsables français, hélas. Mais je pense que la question n'est pas tout à fait posée de cette façon-là. Certes, Pétain a laissé livrer une partie des juifs étrangers, mais il a sauvé, Pétain a sauvé les 3/4 des gens en discutaillant, en négociant, pied à pied. Pied à pied. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de juifs, il y a eu des juifs étrangers apatrides qui ont été livrés. Reportez-vous, cher auditeur ou auditrice, je ne sais pas, à l'émission précédente. Exactement. Qui parlait, voilà, qui développait largement ce problème. Alors je vous laisse. Oui, parce que le temps passe. Alors, à cette époque-là, je précise, on était vainqueurs. Le général Schall n'avait-il pas réussi avec ses opérations de nuit et ses commandos de chasse à se rendre maître du terrain? Aussi avait-il suggéré au général de Gaulle de s'appuyer sur ces 200 000 tirailleurs et harkis restés fidèles en constituant une force politique et militaire amplement suffisante pour permettre à la place du contingent d'assurer la sécurité du territoire algérien. C'est exact, après les commandos Schall, on détenait, on avait gagné, d'ailleurs, Hollande l'a 20 fois rappelé dans l'émission où vous l'avez reçu. Absolument. Hélas, dans son grand orgueil, De Gaulle n'en tint pas compte. De même, il refusera, plus tard, d'écouter, avant les accords d'Évian, 18-19 mars 62, les avis de nombreux conseillers civils et militaires. Qu'est-ce qu'il y avait comme conseiller? C'était pas n'importe qui. Eh bien, il y avait le Bachaga Boualam, qui fut, rappelons-le, vice-président de l'Assemblée nationale. Bachaga Boualam, donc 17 membres de sa famille, vous entendez, 17 membres ont été tués dans des conditions atroces. Quand il y en a un qui était tué, il y en avait un autre qui continuait à porter le drapeau. 17. Vous aviez Maurice Allais, prix Nobel. Maurice Allais a conseillé, effectivement, de ne pas abandonner l'Algérie de cette façon-là. C'était pas possible. Vous avez le marquis André Brousse de Montpérou, que j'ai bien connu d'ailleurs. Ancien président des maires de France. C'était un vieux de la vieille. Il avait fait la campagne de Syrie. Et pour monter à cheval, il fallait que Sémorazi le hisse sur sa selle, et il partait seul dans le bled, vous entendez, il partait seul dans le bled, il avait 2 armes, Montpérou. Il avait son sourire, un type extraordinaire, et son revolver. Alors, il a rallié des douars, comme ça, seul. Un type extraordinaire. Je l'ai vu, pourquoi il était vieux? À la fin de sa vie, il s'est engagé volontaire comme chef de SAS. C'est comme ça que je l'ai connu.
Il avait écrit à De Gaulle une mise en garde, un texte, en disant mais surtout ne jugez pas l'Algérie sur une minorité de révolutionnaires. Les 3/4, les 9/10 ne pensent pas du tout ça. Et ben De Gaulle, pour le remercier, l'a fait foutre en prison. Alors vous en avez un autre que j'ai bien connu aussi à Saint-Mexan, c'était le général Paul Gandouet, ce fameux héros qui est descendu du mont Cassino. Je crois qu'il est descendu avec son bataillon, ils étaient 7. Gandouet s'adresse à De Gaulle. Il lui dit, je cite, « Mais mes amis pieds noirs, nos fidèles harkis, nos anciens tirailleurs, que deviendront-ils, mon général ?» Et De Gaulle lui répond, « Ils seront sacrifiés. » Vous vous rendez compte ? Vous trouverez cette citation dans Ahmed connaît pas de Bernard Moinet, édition Clem Picard, page 169. De Gaulle, rappelons-le également, avait reçu à l'Élysée un chef de wilaya qui combattait dans le Jebel. C'était pas les combattants de Tunis, c'était dans le chose. Il avait reçu Sissala, qui était prêt à faire la paix. Or, il le trahira aussi en allant traiter ensuite directement et unilatéralement avec le GPRA de Ferhat Abbas, installé à Tunis, pour décider du sort de l'Algérie et sans consulter au préalable les communautés algériennes, pourtant les premières intéressées à leur propre sort, bien avant celui des métropolitains. C'est comme si on allait dire aux Anglais, tiens, on vous refourgue la Bretagne, par exemple. On demande pas aux Bretons si ça leur plaît plaisir, on leur fout. Ouais. Là, il faut revenir au bouquin de Roger Hollande, L'homme qui faisait se battre les Français entre eux, oui. Histoire du gaullisme, qui raconte dans le détail ce scandale de l'affaire Sissala avec l'intervention de Michelet, le ministre, qui ont livré un plénipotentiaire, enfin un combattant qui venait avec, j'allais dire, l'honneur du combattant en quelque sorte, oui. Parlant de militaire à militaire et qui de guerrier à guerrier et qui a été effectivement trahi et renvoyé dans son douar et naturellement abattu par ses propres amis. Pour trahison. Alors la suite, on la connaît. Hein. Ça va être la révolte de tous ces Français d'Algérie qui ont été trompés à la suite de ces accords d'Évian, décidés sans eux. Et même d'ailleurs, ils ne participeront pas, ils étaient déjà foutus le camp, ils pourront même pas partir au référendum d'avril 62 sur l'indépendance. Ce sera la réaction désespérée, mais tout à fait compréhensible de l'OAS. Vous imaginez, on vient chez vous, on vous fout à la porte, etc., vous n'avez rien à dire. Mais c'est normal qu'ils aient dit, on est chez nous. Qui la conduira à se radicaliser, compte tenu de l'enchaînement des violences de part et d'autre. Des arrestations, des interrogatoires, faut le dire ça aussi, des interrogatoires et des exécutions de certains de leurs membres de l'OAS par les barbouzes du SAC dans lequel s'illustrera Pasqua. Et Bitterlin et tous ces gens qui ont été... on ne peut pas se taire ces faits-là, faut le savoir. Alors ça continue, ça devient de plus en plus grave. Le 23 mars 62, De Gaulle ordonne à notre aéronaval de mitrailler Bab el-Oued. Vous vous rendez compte? Le quartier populaire d'Alger. Où s'étaient réfugiés les partisans de l'Algérie française. Et on les comprend. Ils s'étaient réfugiés là. Alors pendant 2 jours, ça a été un mitraillage incroyable. Ensuite, le 22 mars, c'est-à-dire 2 jours après... C'est le 26, là. 26, oui. Le 26 mars 62... Ça sera la fameuse fusillade de la rue d'Isly. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était un cortège de gens qui allaient porter un soutien moral à ces résistants qui étaient dans Bab el-Oued. Et ils se sont déplacés après le déjeuner, c'est le cas de le dire, pour aller en cortège avec des drapeaux. Ils partaient pour rendre hommage à la résistance de ces gens de Bab el-Oued. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que on a mis... D'abord, ça a été interdit, bien entendu. On a mis une compagnie ou 2 compagnies de tirailleurs pour les empêcher de passer. Alors, c'était vraiment un très mauvais choix, parce que les tirailleurs marocains, ils sont bien gentils, algériens, ils sont bien gentils, mais ils tirent. Hein, il faut... ça leur fait plaisir de faire beaucoup de bruit.
Alors à partir du moment où vous faites beaucoup de bruit, c'est la panique. Alors ils ont tiré dans le dos, de ces types. D'ailleurs, le lieutenant qui commandait, Houchen, avait prévenu en leur disant « Attendez, n'avancez pas, j'ai des ordres de tirer. » Vous entendez ? N'avancez pas, j'ai des ordres de tirer. Mais vous savez ce que c'est que la foule ? Chut, ils avançaient. Et Or, ça, on a des enregistrements audio de toute cette fusillade de la rue d'Isly. J'insiste là-dessus. Ils ont avancé et on a tiré sur ces gens-là. Mais on n'a pas tiré sur ces gens-là pendant 1 minute. Vous savez, quand vous comptez 1 minute, 60 secondes, 1, 2, 3, 4, 60 secondes, c'est très long. Tirer dans le dos des gens, mais c'est archi long. Ben on a tiré 1 quart d'heure. On a tiré 15 fois 60 secondes. Vous imaginez ? Ben le résultat, il y a eu 80 morts, 200 blessés. Et ils tiraient sur des gens couchés par terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais comment ça se fait ? On a dit, c'est l'OS qui a provoqué, etc. Alors, il y a eu tout un tas d'enquêtes, etc. Et finalement, il faut lire les livres de Jean Monnet. Oui. On a su le fin mot de l'histoire. Christian Fouché s'est fait remettre à l'ordre par De Gaulle en 1968, là, lorsqu'il y a eu à Paris, la Chienlit. La Chienlit de 68. De Gaulle a dit « Mais vous n'êtes pas assez sévère, etc. » Et Christian Fouché a dit à De Gaulle « Mais mon général, ne me reprochez pas ça, c'est moi qui ai fait tirer à Alger en 62, c'est moi qui ai fait tirer. » Alors, je peux vous donner la référence de cet aveu. Vous trouverez ça dans le livre qui s'appelle « L'après De Gaulle » de Jean Mauriac, édition Fayard 2006, page 41. Ensuite, le 5 juillet 62, ça a été le fameux massacre épouvantable d'Oran. 3000 victimes. Là encore, au lieu d'intervenir, l'Élysée donnera l'ordre à l'état-major du général Katz de ne pas sortir des casernements. Moi, j'avais assisté dans d'autres occasions à des... Si vous sortez, les gens, ils bouffent pas, hein. Si on était sorti à Oran à 10h du matin, les gens ne mouftaient pas. Parce que c'était la date de l'indépendance de l'Algérie. Alors, ils se sont excités, puis il y a eu un départ. Finalement, ça a été 3000 victimes. On a retrouvé des Européens égorgés, écoutez-moi bien, et accrochés, saignés vifs à des crochets de boucher. Les gens il y a eu un tas de déportations, un tas de gens enlevés vers le sud d'Oran, et les femmes ont été destinées au bordel de la Hélène. C'est effrayant. Ce qui est évidemment scandaleux, c'est qu'on avait les moyens. Eh bien, on n'a pas recherché ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a des gens encore vivants dans le bled ? C'est très possible. On n'a pas recherché ces gens-là. Alors, bien sûr, pendant 30 ans, on n'en a pas parlé, bien entendu. Or, rappelons-nous de telles atrocités que nous avons vues à Oran. De telles atrocités n'étaient-elles pas identiques à celles commises non seulement à l'encontre d'Européens, mais même à l'encontre de leurs propres frères musulmans ? Le FLN, finalement, imposera un véritable régime de terreur. Ça a commencé, comme je vous l'ai dit, le 1er novembre 1954, avec la Toussaint Rouge, où le couple d'instituteurs Monroe fut assassiné dans l'Aurès. Ensuite, en 1955... Avec leurs défenseurs musulmans, puisque un jeune musulman qui a pris leur défense a été assassiné de la même façon. En 1955, ce sont les fameux massacres horribles de musulmans coupés en morceaux par le FLN. Aïn Melilla, El Alia, Kasbah Mechta, 250 morts, Melouza, 380 morts, 150 blessés. D'ailleurs, dans une plaquette éditée par Roger Olindre, et Sanders aussi, oui. Vous trouvez des photos horribles. Mais c'est impressionnant. Le 18 mai 1956, 50 Européens ont été assassinés dans les gorges de Palestro. Le 30 septembre 1956, ce sont les attaques, alors cette fois-ci c'est à Alger, du Milk Bar et la cafétéria à Alger.
En 57, l'attentat du Cocardi et de l'automatique à Alger. C'est pour ça que le socialiste, le pouvoir socialiste de l'époque, était incapable finalement de faire face à la situation, et il donnera le plein pouvoir à Massu. Et à la 10e DP. À la 10e DP pour rétablir l'ordre. En espérant bien d'ailleurs que les militaires ne parviennent pas à rétablir l'ordre dans la Casbah et à Alger. Et à la grande surprise des socialistes, du gouvernement de l'époque, l'ordre a été rétabli, effectivement. Oui. Visiblement, ça ne les arrangeait pas vraiment. Près de 150 000 harkis et tirailleurs seront livrés, alors ça c'est vraiment dégueulasse, après avoir été désarmés et à la suite des accords d'Évian aux égorgeurs du FLN. Certains seront émasculés, égorgés, les yeux crevés, la langue et les oreilles coupées. D'autres seront ébouillantés ou enterrés vivants. C'est le cas du commando Georges. D'ailleurs, je me pose des questions. Comment ça se fait que Bijard, qui avait fait son commando Georges, finalement, il était si admiratif pour De Gaulle. Je suis assez surpris. Tous ces gens-là certains furent même découpés vivants à la scie circulaire. Vous vous rendez compte? Attachés sur une planche, coupés en morceaux. On cite le cas d'un militaire français qui a été gratté jusqu'à l'os avec un couteau. Vous imaginez ces tortures. Or, De Gaulle était au courant de tout cela et a laissé faire en interdisant à l'armée d'intervenir au prétexte de ne pas rompre les accords signés. On comprend que certains officiers, et c'est tout à leur honneur, aient refusé de rester l'arme au pied. Alors aujourd'hui, quand vous entendez à la suite des égorgements épouvantables de nos otages, dans les trois choses, aujourd'hui vous entendez les gens se lamenter. Mais à l'époque, on les a pas entendus s'indigner de tous ces massacres et de tous ces découpages. Personne n'en parlait pratiquement. Enfin, près de 1 200 000 Européens et musulmans seront contraints sous la terreur de quitter leur pays sans espoir de retour. Et ils arriveront en métropole dans la plus grande indifférence lors de l'été 62. Alors, c'est encore pire que cette plus grande indifférence, parce que je lis ici la déclaration de Gaston Defferre, voyant arriver des navires remplis naturellement de ces réfugiés, de ces pieds noirs obligés de partir, la valise ou le cercueil. Et voilà la déclaration de Gaston Defferre, je cite, « Je ne les recevrai pas ici, d'ailleurs nous n'avons pas de place, rien n'est prêt, qu'ils aillent se faire pendre où ils voudront. En aucun cas et à aucun prix, je ne veux des pieds noirs à Marseille. Français d'Algérie, allez vous faire réadapter ailleurs. Il faut les pendre, les fusiller, les rejeter à la mer. Jamais je ne les recevrai dans ma cité, qu'ils quittent Marseille en vitesse. » Et on sait que Defferre, d'ailleurs, à cette occasion, avait tenté de donner des ordres à la Marine nationale, qui naturellement a dû sourire, parce que c'est pas Defferre, le maire de Marseille, qui donnait des ordres à la Royale. Toujours est-il qu'il avait donné l'ordre de couler les bateaux en rade de Marseille. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces bateaux ont été vidés leur cargaison, si je puis dire, à 7. Car ils n'ont pas pu aborder Marseille. Les quelques-uns qui ont pu aborder à Marseille, on sait que les dockers marseillais de la CGT vidaient les containers de valises et des quelques maigres impedimenta que ces pauvres pieds noirs avaient pu rapporter de leurs biens algériens. On sait qu'ils ont été jetés à la mer. Dis donc, je vous demanderai... Je ne la connaissais pas, cette citation. Mais je vous la donne. Non, mais voilà. Je la prends pour votre. Parce que je vais la joindre. Avant de poursuivre, mon colonel, je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois le colonel Lepargneux qui nous dresse les relations entre. Alors l'émission était Pétain de Gaulle, une nouvelle vision de l'histoire. Nous débordons un tout petit peu naturellement de cette période pour continuer sur la personnalité du général de Gaulle et sur l'affaire algérienne. Nous allons, si vous le voulez bien, passer le bobino à l'instant pendant cette coupure. Bobino fort important pour la vie de notre radio. C'est
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 23 novembre, nous célébrerons le 27e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 23 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2014 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 23 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et nous nous retrouverons bien évidemment, chers auditeurs, pour cette fête du 23 novembre. Colin Lobarieux, juste 2 messages très rapides. Un message, merci à l'auditeur qui signe toujours ses messages. Élève de 7e au lycée Bugeaud à Alger, mon maître était un musulman, monsieur Saïd, excellent enseignant, c'était en 1937. Et puis, un message qui justifie tout à fait le fait que vous rétablissiez d'une façon très synthétique toute cette histoire. Alfred Gilder, dans Le bêtisier de la République, chez Glyph, c'est son dernier bouquin. Dans ce livre, il dit que Pétain, Alfred Gilder, c'est un personnage important. Donc, il dit que Pétain, étant au ministère de la guerre, est à l'origine de la ligne Maginot, expliquant qu'il n'avait pas compris la nouvelle façon de faire la guerre avec chars et avions. C'est absolument faux. Et Gilder dit que c'était De Gaulle qui avait tout compris. Or, Gérard Bedel, dans son Pétain, Qui suis-je, paru chez Pardès, démontre tout à fait le contraire. Et c'est Bedel qui a raison, cher auditeur. Ou cher auditeur, je ne sais pas, peu importe, cher auditeur. Donc, on n'est pas au pot de nos pelles pour que Pétain repose enfin à côté de ses soldats à Verdun, si au sein même de la radio, on n'est pas d'accord. Alors, il se trouve que, effectivement, ça fait partie des choses. C'est aussi dans un bouquin qui vient de paraître, de Bénédicte Vergès-Chaignon aux éditions Perrin. Alors c'est un livre qui est tout à fait ambigu car Bénédicte Vergès-Chaignon cite bien les documents que Pétain a pu rédiger à ce sujet-là et qui démontrent bien que au contraire, c'est la raison pour laquelle Pétain avait été nommé chef d'état-major à Verdun. Au contraire, Pétain avait un véritable discernement sur la guerre moderne. Voilà. Donc c'est Gérard Bedel qui a raison. Et ce bouquin, par contre, de Bénédicte Vergès-Chaignon, Pétain aux éditions Perrin, en même temps, elle donne tous ces éléments positifs sur la vision militaire de Pétain, sur sa vision stratégique. Et puis à chaque fois, il y a la petite phrase assassine qui dit « mais c'est sans doute à cause de son orgueil, mais c'est peut-être parce qu'il avait des relations féminines, mais c'est peut-être parce que... » Enfin, des choses tout à fait qui ne correspondent à rien. J'ai pas le temps. Je vous laisse la parler. Je vous laisse la parole, mon colonel. Simplement que Pétain, depuis 17-18, était partisan des chars. Bien sûr, c'était pas en 17-18, c'était pas les chars rapides comme on connaît maintenant. C'était Pétain a toujours été partisan des chars. Il disait j'attends les Américains et les chars, etc. C'est lui qui était à l'origine du couple char-avion, etc. Alors char-ballon aussi, ballon d'observation. Quand on parle de Gaulle, les chars, d'accord, les chars rapides, mais d'ailleurs Guderian, il s'en est foutu, il est passé à côté de Gaulle et de ça. Bon. Alors je continue le bilan. Exactement. Je continue. Je dis quel effroyable bilan. Oui, tout cela doit être rappelé, notamment la FNACA. À savoir qu'entre le 19 mars et le 2 juillet 62, date de l'indépendance officielle de l'Algérie, il y a eu 3 fois plus de morts que pendant toute la guerre d'Algérie de 54 à 62. Vous vous rendez compte ? Alors je cite un journaliste qui s'appelle Thomas Molnar. Oui, Molnar, bien sûr. Dans le journal national, la revue Journal national américaine de septembre 62, voilà ce qu'il dit.
Bon, c'est pas moi qui invente ça. Je cite. « Pour la honte éternelle de la France, De Gaulle s'est comporté envers la population française d'Algérie, aussi bien européenne que d'origine musulmane, comme s'il s'agissait de criminels et il a autorisé d'incroyables atrocités perpétrées contre elle par la gendarmerie, tandis que dans le même temps, il ordonnait à l'armée de ne pas gêner les sévices, les enlèvements et les massacres du FLN. » C'est ce qu'il fera dire à Georges Benamou dans le match, Paris-Match du 5 novembre 2003. Benamou dit, je cite, « Le général de Gaulle a bien été complice d'un crime contre l'humanité. » Jamais des soldats d'honneur, je précise, comme les généraux Salan et Chasles ne se seraient lancés dans une telle entreprise s'ils n'avaient été poussés à bout. C'est ce que déclarera le général Weygand sous la plume de déclarera Weygand, rapporté par Bernard Destremo dans Weygand, édité chez Perrin en 2001, page 771. Voilà, on commence très justement à reparler de l'action du général Weygand qui a été absolument déterminante pour la libération de la France par la création, par l'administration de l'armée d'Afrique. Là encore, grâce à l'armistice que Pétain avait signé avec les Allemands. Sans ça, s'il n'y avait pas eu cet armistice, il n'y aurait pas eu d'armée d'Afrique. Alors, je précise qu'on peut affirmer qu'il n'y aurait jamais eu de putsch le 22 avril 61, ni d'attentat du Petit Clamart 22 avril 62, et que le général Edgar de Larminat, pourtant un fidèle du général de Gaulle, ne se serait pas suicidé le 1er juillet 62 si de Gaulle n'avait pas maintes fois renié sa parole et s'il avait joué franc jeu en déclarant ouvertement ses intentions dès le début. Lorsqu'il fut appelé par ces mêmes généraux putschistes, eux-mêmes partisans d'une indépendance algérienne, certes de façon progressive, et dans l'esprit d'un lieuté, en s'orientant vers une association avec la métropole, et non en ordonnant tout du jour au lendemain, en abandonnant plus exactement. Tout du jour au lendemain, comme ça se fit le 2 juillet 62, date officielle de l'indépendance algérienne. Et sans avoir pris au préalable les précautions nécessaires pour éviter la vengeance des révolutionnaires du FLN sur nos tirailleurs et nos harkis restés fidèles. En effet, si l'indépendance devait être envisagée, c'est dans un tout autre climat qu'elle aurait dû être accordée dans l'ordre. Et nous en avions les moyens, et non pas dans la débâcle. Comme ça s'est passé, quelle honte. Ainsi, au lieu d'insister à un flux migratoire de populations fuyant la terreur vers la métropole, c'est l'inverse qui se serait produit, à savoir un déplacement de gens dynamiques, désireux d'aller investir en Algérie. Hélas, ayant eu peur d'une Algérie française, formule lancée à l'Assemblée nationale par un député plus visionnaire que les autres, c'est d'une France algérienne dont nous bénéficions en métropole, avec toutes les conséquences de désordre et d'incertitude que nous connaissons aujourd'hui. Je dis merci de Gaulle. Après tout ce qui vient d'être rappelé, on comprend que beaucoup de personnes aient pu être indignées de voir défiler cette année pour la première fois les héritiers directs du FLN, hier considérés comme des révolutionnaires, avec leur drapeau, c'est-à-dire les héritiers de ceux qui ont assassiné dans des conditions atroces des milliers d'Européens et de musulmans qui s'étaient engagés à nos côtés pour rétablir l'ordre et qui, après avoir été désarmés, ont été abandonnés dans la trahison et le déshonneur, livrés au couteau des égorgeurs du FLN. Quelle tâche indélébile pour la France. Et d'autant que les militaires qui ont défilé au 14 juillet aujourd'hui sont les militaires algériens d'un pays indépendant et pas du tout les anciens des départements français qui auraient pu, à la limite... Il y a tant d'anciens combattants aujourd'hui algériens. Voilà, c'est ceux-là qu'il fallait faire défiler, évidemment. N'oublions pas l'armée d'Afrique. Donc voilà, encore une fois. J'en ai fini et je fais une conclusion qui est un peu longue. Une conclusion qui traite sur les 4 parties. Les 4 émissions. Les 4 émissions. Pour conclure, je dirais que grande est notre responsabilité, quelle que soit notre sensibilité politique et quelles que soient les fonctions que nous occupions, car nous avons le devoir de ne pas laisser dire n'importe quoi aux générations futures. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très très grave.
En effet, dans cette étude, nous avons dénoncé comme anormal d'encenser le général de Gaulle hors de tout bon sens, et pour des mérites qu'on lui attribue à tort, et qu'il était profondément injuste et contraire à la vérité historique d'organiser un véritable mémoricide à l'encontre du maréchal Pétain. Oui, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire des mérites à propos de... On dit, c'est lui qui a créé l'arme atomique. Oui, il a créé, De Gaulle a créé l'énergie atomique le 18 octobre 1945, d'accord. Mais en 1946, il était plus au pouvoir. Or après, qu'est-ce qui a doté la France d'une dissuasion nucléaire et lancé l'industrie nucléaire? Ce sont les gens qui étaient là présents. C'est en 1962 que fut lancé le plan quinquennal à l'énergie atomique. Dès 1953, on prévoit la fabrication de l'arme nucléaire, la décision ayant été prise en 1956, puis l'année suivante pour les vecteurs. Tout cela est antérieur au retour du général de Gaulle, en 1958. De même que pour l'OTAN, on dit « il s'est séparé de l'OTAN, etc. » D'accord, mais comme fait remarquer Jacques de Guénin dans les 4 vérités, numéro 836 du 6 avril 2012, c'est récent, page 7, ce n'est pas tellement dans un souci d'indépendance de la France, mais parce que malgré le chantage qu'il fit auprès d'eux, les Américains ne voulurent pas lui accorder l'un des 4 commandements opérationnels de l'OTAN. Il faut le préciser, ça. Celui de la Méditerranée, le seul attribué à un Européen. Qui peut croire un seul instant qu'il n'y serait pas resté s'il avait obtenu ce commandement? Moi, je pose la question. Puis enfin, on connaît les relations de Gaulle avec les Américains qui n'étaient pas au beau fixe. Veut-on bien se souvenir? Oui. Quand on parle de Pétain, bien entendu, du maréchal, beaucoup ignorent leur histoire. Parce qu'ils sont trop jeunes, d'ailleurs. Ce qui me fait penser à cette fameuse réplique de François Mitterrand à Stéphane Denis, journaliste à Valeurs Actuelles, venu l'interviewer, à l'époque lorsqu'il était président de la République. Et puis de Stéphane Denis, d'ailleurs, qui l'a répété récemment, le 13 mai 2010, voilà ce que Mitterrand a dit à Stéphane Denis. Il lui a dit « Si vous n'avez pas eu 20 ans en 40, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Oui, veut-on bien se souvenir et prendre honnêtement conscience de la tâche écrasante qui fut celle du maréchal, qu'on est venu supplier à l'âge de 84 ans d'assumer en 40 les conséquences d'une catastrophe dont il n'était nullement responsable. Cet illustre soldat, dont certains ne sachant plus quoi inventer, ose aujourd'hui remettre en cause son titre de vainqueur de Verdun. Celui qui, en 1917-18, amena nos troupes à la victoire, puis en 40, victime du sabotage de notre armée par le Front populaire, sacrifia la fin de sa vie pour nous éviter le pire. Oui, ça me rappelle que j'ai même entendu sur Radio Courtoisie un historien que j'appelle en culotte courte, un historien de salon, d'ailleurs qui n'a pas, quand vous lui écrivez, il n'a pas la politesse de vous répondre. Il a osé déclarer que c'était Pétain et Weygand qui étaient responsables de la défaite de 40. Il faut le faire, hein. J'ai aussitôt alerté Dreyfus, François-Georges Dreyfus, Philippe Conrad et Dominique Vénère, qui ont tout de suite remis les pendules à l'heure dans leurs libres journaux suivants. Alors je demande aux éditeurs de prendre la référence tout de suite sur leur papier. L'édition François-Georges Dreyfus, dans son émission du 20 juin 2010. Je crois que c'est le 24. Me semble-t-il. Attendez. Moi, je dis 20, peu importe. Enfin, c'est en juin 2010, de toute façon. 20 juin 2010, c'est François-Georges Dreyfus. Philippe Conrad et Dominique Vénère dans le journal des historiens du 24 juin 2010. Ah, c'est cela. D'accord. Il faut absolument lire, il faut commander cette cassette. Il faut absolument écouter Dominique Vénère et Dominique Conrad. Ils ont fait un rappel remarquable à propos de l'inévitable armistice et le comportement de Gaulle durant les 17 et 18 juin 40. Ça, c'est très intéressant. Un livre qui paraît ces jours-ci, Pétain et De Gaulle au service de la France de 1940 à 1945 de Hubert Calvé aux éditions Godefroy de Bouillon.
parle bien de cette période et apporte des éléments nouveaux et synthétiques justement qui permettent de se faire une opinion. Dreyfus, son émission 20 juin 2010, Conrad Dominique Venner, Journal des historiens 24 juin 2010, et puis Dominique Paoli qui recevait pour la dernière fois Dreyfus dans la deuxième partie, dans le libre journal d'Henri de Lesquen du 1er août 2011. C'était impressionnant d'ailleurs. En signant l'armistice, Pétain mit fin à l'exode des populations fuyant vers le sud et à la destruction totale de nos usines et de notre infrastructure. Et il dissuadera Hitler de foncer sur l'Afrique du Nord, nous évitant ainsi d'une seconde catastrophe pire que la première. Dans le même temps, il sauvegardait les atouts de notre revanche, à savoir une partie de notre territoire, zone libre, notre flotte, notre aviation, une partie de notre armement. Il sauvegardait l'Afrique du Nord et notre empire, nous permettant ainsi de reprendre le combat dès 1942, rééditant alors sa stratégie expectante, celle qui serait utilisée qu'il avait utilisée de leur première guerre mondiale pour ménager le sang de nos soldats. Il ne fonçait pas tête baissée, dont il était très respectueux. Il sauvegardera par ailleurs la population française et fera en sorte que nos prisonniers puissent presque tous rentrer. Les famines mortifères seront évitées, à l'inverse de ce qui se passait en Europe de l'Est. La plupart des Juifs de France seront sauvés, grâce notamment à la possibilité qu'ils jurent de se réfugier en zone libre, alors que dans le reste de l'Europe, 6% seulement échappèrent à la barbarie nazie. Il faut voir les déclarations de Rollberg, de Poliakov, etc. Nos déportés du travail obligatoire ne seront que 650 000, alors que l'Allemagne en réclamait 2 500 000. Et pour obtenir tout ça, il fallait gouverner un pays dans une France occupée, ce qui ne fut pas facile. Il fallait tenter leur dressement national, parce qu'on s'était un peu endormi. Et endormi dans le bien-être, bien entendu. Ce sera l'objet de sa révolution nationale qu'il avait commencé à mettre en place sur les bases de la famille, du travail et de la patrie. On n'a pas à sourire, bien au contraire, on ne peut pas vivre sans travailler, on ne peut pas vivre sans avoir une famille, et on ne peut pas protéger les familles, qui sont les cellules de base de la société, sans une patrie. C'est évident. Préceptes qui tranchaient, d'ailleurs, avec ceux inspirés de la révolution maçonnique de 1789, à savoir liberté, égalité, fraternité. C'est très gentil, ça, liberté, égalité, fraternité. Mais l'égalité, c'est pas évident du tout. Et quand vous voyez ces trois principes, ils sont valables dans la mesure où vous exercez la charité. Sinon, tout ça, ça va à son propre bénéfice. C'est une véritable mafia. Il a fallu qu'il refasse une armée à la barbe des Allemands. Il a fallu qu'il négocie sans cesse avec le vainqueur. C'était le fameux rassemblement le fameux, comment dirais-je, entrevue de Montoire, pour essayer de réduire les conditions draconiennes de l'occupant. La dette d'occupation, il ne faut pas l'oublier, était de 400 millions de francs jour en 40, elle deviendra en 42 de 500 millions de francs jour. Les réquisitions alimentaires des Allemands étaient considérables. Il fera en sorte qu'il essaiera de réduire le nombre des prisonniers. Et il essaiera de négocier une remise en cause plus douce de la ligne de démarcation. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Allemands, lors de toutes ces discussions, traiteront Pétain de Fuchs, le renard, un Fuchs. Il fallait qu'il résiste aux tentatives permanentes d'Hitler qui voulait qu'on remette en cause les conditions de l'armistice. J'ai rappelé dans des émissions précédentes que le 16 juillet 40, c'est-à-dire le lendemain de l'armistice, Hitler voulait rediscuter et réutiliser la ligne Rabat-Tunis pour y amener ses matériels. Or Pétain a dit pas question, moi j'ai signé l'armistice, je respecte l'armistice, mais vous la respecterez. Et finalement, Hitler s'est incliné. Il a refusé aux Allemands les bases d'Alep, de Bizerte, d'Oran, de Dakar. Enfin, il a refusé aux Allemands, à Hitler, de se mettre contre les Américains et les Anglais, de leur déclarer la guerre. Et dernier acte de résistance, il avait donné l'ordre de saboter, et la flotte s'est sabotée. Elle n'a pas été livrée aux Allemands, pas du tout.
Il a fait mettre, et ça c'est une des parties de certaines lois sur le statut des Juifs, il a fait mettre sous séquestre des biens qui avaient été réquisitionnés au détriment des personnes déportées, et bien que ces personnes purent récupérer à la libération. Il est intervenu pour protéger les Alsaciens-Lorrains de l'annexion allemande, qui était encore une annexion tout à fait particulière. 100 fois il est intervenu, Pétain. Il faut voir les archives. Il a résisté à la pression de l'occupant qui voulait absolument un retournement de la nation française contre ses anciens alliés. Après Mers-el-Kébir, après Dakar, après le Gabon, après la Syrie, Madagascar et le débarquement américain, Hitler voulait déclarer la guerre. Et Pétain, il a dit non, je ne déclare pas la guerre. Enfin, il fallait qu'il faire tourner la vie économique, 40 millions de bouches à nourrir. Il fallait qu'il s'occupe de la jeunesse, d'où les chantiers de la jeunesse, les futurs cadres, d'où l'école d'Uriage. Puis il a fait un gros effort pour les familles, la protection des familles, les agriculteurs, les artisans, les corporations traditionnelles. Enfin, maître, là encore, on dit « Ah, Pétain, c'est la milice ». Ça me fait rigoler. La milice, elle est d'octobre 43. Et pourquoi a-t-on créé la milice, si ce n'est pas pour mettre fin, ou tout au moins de stopper les exactions communistes stupides à l'encontre des Allemands. D'ailleurs, De Gaulle il a dit doucement, voilà. N'allait pas provoquer inutilement les Allemands. À la radio de Londres, effectivement. Oui. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de toutes ces tâches dont hérita le maréchal à l'âge de 84 ans. Je voudrais dire qu'il aurait bien mérité d'être aidé pour les accomplir, toutes ces tâches. Et que fit De Gaulle à la place? Eh bien, De Gaulle, il a passé son temps à l'attaquer à la radio de Londres en permanence d'une façon virulente et injuste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que De Gaulle fut un personnage fort énigmatique. Si l'on considère ses déclarations de 47 au colonel Rémy. Oui, moi je m'interroge. De Gaulle, il dit des choses et puis il fait le contraire. Voilà ce qu'il dit à Rémy. Voyez-vous, Rémy, il faut que la France ait toujours 2 cordes à son arc. En juin 40, il lui fallait la corde Pétain aussi bien que la corde De Gaulle. Bien. C'est Rémy qui rapporte ça dans son 10 ans avec De Gaulle, 40-50, édité par France Empire en 1971. Il va lui dire ensuite, il lui dit plus tard, je ne comprendrai pas, je cite, je ne comprendrai pas jamais pourquoi le maréchal n'est pas parti à Alger au mois de novembre 42. Les Français l'eussent acclamé, les Américains l'eussent embrassé, les Anglais auraient suivi, et nous, pauvre Rémy, nous n'aurions pas pesé lourd dans la balance. Le maréchal serait rentré à Paris sur son cheval blanc. Vous trouverez cette citation de Rémy, du colonel Rémy, dans L'ombre du maréchal, aux presses de la Cité 91, page 72. Excusez ma chère dame, vous me reprochiez que je faisais trop de citations, mais c'est primordial. Je me rappelle Le Grenier qui me disait, vous ne devez pas écrire l'histoire si vous ne citez pas. Voilà, exactement. Il faut partir sur les documents. Je reviens à De Gaulle, en 47. De Gaulle ne pouvait pas ignorer le fameux conseil restreint du 4 août 40, où le maréchal avait dit « Moi, je reste, et je n'abandonnerai jamais les Français, et je resterai avec eux pour partager leur malheur. » Et il donna des ordres précis. Baudouin était là, Baudouin, son ministre des Affaires, était présent. Il donna des ordres précis à l'amiral Dardan, au cas où les Allemands envahirait la zone sud, parce que Pétain n'était pas fou. Il ne savait peut-être pas l'existence du plan Attila, mais il sentait bien que les Allemands étaient capables d'envahir la zone sud tout d'un coup. Il a dit, au cas où les Allemands envahissent la zone sud, vous partez et vous emmenez la flotte. Autre phrase assez curieuse que je vais citer plus loin. Quand je compare la déclaration de Pétain à son procès, Pétain a dit « L'histoire dira ce que je vous ai évité ». C'est exact. Eh bien, cette déclaration n'est-elle pas prémonitoire? Quand on compare
cette déclaration à celle du général de Gaulle qui, après avoir passé tout son temps à lui faire la guerre, avoue à François Louis II, en 50, en 50 il avoue ça. Et il lui dit, je cite, « Le maréchal était un monsieur trop grand pour les Français qui ne le méritaient pas. » On le répétera jamais assez. Le maréchal était un monsieur trop grand pour les Français qui ne le méritaient pas. Vous trouverez ça sous la plume de Raymond Tournoux, dans le Pétain et la France, chez Plon en 80, page 543. Et j'ai interrogé un jour Georges-Paul Wagner, qui était un monsieur remarquable, avocat, bien sûr, brillant juriste, regretté de tout le monde, et je l'interroge sur le mythe gaulliste. Et voilà ce que me répond par écrit Wagner, ouvrez les guillemets, le De Gaulle statufié et canonisé est la grande imposture de notre temps. Vous vous rendez compte ? Wagner, c'est pas n'importe qui, Wagner. Le De Gaulle statufié et canonisé est la grande imposture de notre temps. Comme je l'ai dit antérieurement, au lieu de s'acharner à faire la guerre au maréchal, il eût pu continuer le combat avec les Britanniques contre les Allemands et non pas contre les Français eux-mêmes. C'est à quoi s'attendait du reste la majorité de nos concitoyens. Aussi étant en droit de se poser la question de savoir si le général de Gaulle, compte tenu de tout ce qui a été évoqué depuis le début de ces émissions, n'a pas fait finalement à la France plus de mal qu'il lui a fait de bien. Et que s'il n'avait pas existé, tout se serait beaucoup mieux passé. La France eût été libérée tout aussi bien dans l'honneur et grâce à notre armée reconstituée par Végan, Juin, Giraud et Delattre, sous les directives du maréchal. Nous eussions été à la table des vainqueurs. Et pour ça que je vais vous demander de lire cette citation du chapitre 14 du colonel Louis-Christian Michelet. Et le chapitre s'intitule « Si de Gaulle n'avait pas existé ». C'est dans la légende gaulienne, édité chez Coffat-Bouillon en 2008, page 265. Alors je vous rappelle, avant que vous lisiez cette citation, parce que moi ça va me reposer un petit peu. Je l'ai sous les yeux. Rappelle, attendez, mais vous allez la lire là-dedans, c'est beaucoup plus facile. L'auteur, Louis-Christian Michelet, je rappelle que c'est un polytechnicien. Il est docteur en histoire. Il a servi dans l'armée française pendant 24 ans. Il a fait la campagne de France 39-40, le Levant 41. Il a été évadé de France par l'Espagne 42-43. Il a fait la campagne d'Italie 43-44. Il a fait la campagne de la Libération 44-45. L'Allemagne-Autriche 45. La Corée 50-51. L'Algérie 56. Il est colonel honoraire de l'armée blindée. Il est commandeur de la Légion d'honneur. 11 titres de guerre. C'est pas un historien de salon, C'est pas un historien en culotte courte. Alors tenez, si vous avez la bonté de lire ça, parce que... Page 265. Voilà, c'est tout. Donc je cite le colonel Michelet, Louis-Christian Michelet. Il est politiquement correct au XXIe siècle de dire que la France, en 1944, a été libérée par De Gaulle, par les forces françaises libres et par la résistance. Délibérément ou pas, on oublie l'armée d'Afrique. Si De Gaulle n'avait pas existé, il importe de rassurer tout de suite le lecteur. La Deuxième Guerre mondiale se serait quand même terminée, aux mêmes dates, par la défaite de l'Allemagne et du Japon. La France aurait quand même été libérée, ni plus tôt ni plus tard, par l'action cumulée des armées alliées, britanniques, soviétiques et américaines, et d'une armée française de 750 000 hommes et femmes, l'armée d'Afrique, celle de Végan, de Juin, de Giraud et de Delattre, qui ne devait rien à De Gaulle, bien au contraire. Issue de l'armée de transition stationnée en Afrique du Nord et en Afrique occidentale, de 40 à 42, cette armée a écrasé l'ennemi en Tunisie, puis en Italie en 43 et 44. Elle a libéré le tiers de la France, sauvé l'Alsace, poursuivi l'ennemi à travers l'Allemagne jusqu'en Autriche. Bir Hakeim, c'était 3500 combattants pendant 16 jours. La Tunisie, c'est 80 000 hommes pendant 6 mois. L'Italie, c'est 120 000 hommes pendant 8 mois. La première armée française, c'est 260 000 hommes pendant 9 mois. La deuxième division blindée du général Leclerc, elle-même, a été prélevée à 90%
dans les rangs de l'armée d'Afrique. Si De Gaulle n'avait pas existé, les relations du gouvernement de Vichy avec la Grande-Bretagne auraient été beaucoup moins conflictuelles, plus proches de ce qu'elles étaient avec les États-Unis du temps de l'amiral Lahy. Churchill a déclaré « Je n'ai jamais dit que le gouvernement de Vichy, en signant l'armistice, avait commis un acte de trahison. Mais j'ai trouvé à Londres quelqu'un qui le prétendait. C'est un général français. Je m'en suis servi. » Bon, je vais être très bref. Michelet dit pas autre chose que le général de Gaulle en disant cette victoire n'est d'ailleurs pas la nôtre, etc. Il nous reste 4 minutes. Bon, je vais boucler. Par ailleurs, il faut rappeler les excellents ouvrages de Henri-Christian Michelet, Henri-Christian Giraud plus exactement, et qui établit la continuité de Gaulle avec les communistes depuis son alliance secrète de juillet 41 avec Staline jusqu'à celle de mai 68 avec Brejnev. Alors il faut vous référer aux ouvrages De Gaulle et les communistes de Henri-Christian Giraud, L'accord secret de Baden-Baden, édition du Rocher 2008, etc. Voilà, tout ouvrage présenté dans cette émission en leur temps. Par ailleurs, nous n'aurions pas connu cette guerre civile que fut l'épuration de 44-45, ni sans doute le retour au pouvoir des communistes dont nous n'avons pas fini de souffrir. Retour prémédité du reste depuis octobre 43, et concrétisé par les juristes de la France libre dans leurs ordonnances de 43-44, qui furent de véritables projets révolutionnaires. Je pense à l'épuration administrative, indignité nationale, etc. D'autre part, sans lui, l'Algérie et son pétrole auraient pu, sans pour autant demeurer dans le cadre juridique de département. Je réponds là au type qui nous disait à propos dans l'envahissement de l'Algérie. Je dis, l'Algérie et le Sahara et son pétrole, sans pour autant demeurer dans le cadre juridique de département, auraient pu rester étroitement associés à la métropole. Et nous n'aurions pas connu alors ce drame algérien, ni cet exode d'une population fuyant la terreur et quittant à jamais la terre natale, ni cette anarchie qui est en train de s'installer en France en raison notamment de certains immigrés qui refusent les lois et les coutumes de leur pays d'accord. Dans le cadre du plan de Constantine, ouvert non seulement aux investissements métropolitains, mais aussi à cette magnifique, mais également aux Européens, cette magnifique Algérie réalisée depuis 1830, justement par cet apport d'origine européenne, aurait alors disposé de tous les moyens nécessaires pour parvenir à son décollage industriel et agricole. Hélas, le général de Gaulle n'a pas voulu écouter ses conseils, ni saisir ce qui s'offrait à lui dans cet enthousiasme tout à fait exceptionnel dont nous avons parlé tout à l'heure, le 13 mai 68. 58 à Alger. C'est magnifique. Où les Européens et les musulmans s'embrassaient. Certes, de Gaulle, je dois reconnaître, a pu régner grâce au modèle institutionnel qu'il s'est inventé, mais sans trop se soucier de l'héritage qu'il allait nous laisser. Alors, mon colonel, attendez. Un dernier mot. Laissez-moi finir une seconde. Est-ce en raison de ce passif que le général Weygand a écrit dans ses mémoires, je cite, le général de Gaulle n'avait pas trop de 2 églises à Colombey pour pouvoir y aller confesser tous ses péchés. Et ce serait pour cela, peut-être, que de Gaulle lui aurait refusé ses obsèques aux Invalides. C'est une question que je pose. Sans avoir voulu comparer les mérites de ces 2 personnages, ai-je voulu avant tout, à l'intention de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, remettre les pendules à l'heure et leur donner une autre vision de l'histoire, car on ne bâtit pas l'avenir sans tenir compte des erreurs du passé. Merci, cher monsieur. Colonel Le Pargneux, merci de ces 4 émissions. Je vous rappelle les dates car je ne doute pas que les auditeurs voudront se procurer les 4 parties, le 22 juin, le 13 juillet et le 7 septembre 2014 et puis aujourd'hui 19 octobre. Merci mon colonel. Bien d'autres chapitres, vos propos ouvrent bien d'autres chapitres. Vous parliez du pétrole et du Sahara. Eh bien, je renvoie les auditeurs au livre de Roger Olindre et à Conrad Killian. Mais ça, nous en parlerons au cours d'une prochaine émission. Bonne fin de soirée et bonne semaine. Merci infiniment.